La jeune femme que vous pouvez voir sur cet extrait vidéo a l'air de passer un très bon moment. Elle boit un verre et rigole avec un homme qui a tout l'air de lui plaire. Une attirance qui semble d'ailleurs tout à fait réciproque. Malheureusement, ces images sont parmi les dernières que l'on a d'elle, parce qu'elle sera retrouvée sans vie le lendemain. Un décès qui n'a rien de naturel. Après cette tragique découverte, les enquêteurs n'ont alors qu'une question en tête. Est-ce que l'homme qui était avec la victime la veille au soir est, oui ou non, impliqué dans sa mort? Il y a une réponse à cette énigme, mais ce n'est pas aussi simple. Alors, laissez-moi vous raconter. La ville américaine de Grapevine, située au nord de l'État du Texas, a été nommée ainsi en référence aux raisins sauvages, les Mustang Grapes, qui sont très répandus dans la région. Cela dit, si la viticulture se développe effectivement là-bas depuis un certain temps, cette municipalité de taille moyenne est également connue pour son très beau lac réservoir, qui lui est limitrophe. Les environs du lac de Grapevine, créé en 1952 par le corps des ingénieurs des Marines, sont aussi un point de ralliement pour beaucoup de gens. Pour les familles, qui viennent se balader dans les parcs à côté. Pour les amateurs de sport, friands d'activités aquatiques. Ou encore pour les couples, qui se posent sur les rives du point d'eau pour partager un moment romantique. Malheureusement, le 14 septembre 2016, ce lieu, apprécié des locaux comme des touristes, est le théâtre d'un tout autre type de rassemblement, et bien plus glauque qu'à l'habituel. Ce jour-là, en tout début de matinée, ce ne sont pas des gens comme vous et moi qu'on peut voir dans le coin, mais bien des officiers de police, qui débarquent en nombre pour baliser la zone. En effet, peu avant l'aube, 2 hommes de l'équipe des parcs de la ville se rendaient au travail près du lac de Grapevine, lorsqu'on leur a signalé un incendie dans une brousse à Lakecorn Woods Park. Après avoir réussi à éteindre le feu avec un seau d'eau, ils ont pu s'approcher suffisamment pour voir que dans une piscine bleue en plastique fondu, il y avait un corps humain, complètement carbonisé. Les 2 hommes, aussi surpris que choqués, ont donc immédiatement appelé le 911, entraînant l'arrivée très rapide de la police et des pompiers sur les lieux. Le corps a visiblement été brûlé sur place, à l'écart d'un sentier assez fréquenté, dans un endroit légèrement envahi par les hautes herbes. Mais au-delà du fait qu'on y ait mis le feu, c'est son état qui laisse tout le monde pantois. La victime a été démembrée, mais également décapitée. Sa dépouille est en fait si abîmée qu'il est impossible de déterminer quoi que ce soit à son sujet dans l'immédiat. Les premières constatations effectuées ne permettent pas de connaître sa tranche d'âge, ni même de savoir si elle est de sexe masculin ou féminin. Ces réponses ne peuvent être apportées que quelques jours après la découverte du corps et grâce à l'intervention d'un médecin légiste. C'est par le biais de la relève de ces empreintes digitales que les autorités deviennent en mesure d'affirmer qu'il s'agit du corps de Jacqueline Vandagriff, surnommée Jackie. C'est une jeune femme de 24 ans, dont la mort a été à l'évidence extrêmement violente. Lorsqu'il conduit son autopsie, le médecin légiste remarque qu'on lui a arraché le cœur et que de nombreuses blessures lui ont été infligées à l'aide d'un couteau au niveau de l'abdomen, alors qu'elle était toujours en vie. Et ce détail fait pâlir les enquêteurs. Quelle horreur! Jackie présente également une imposante plaie à la tête, indiquant qu'on lui a porté des coups brutaux sur le crâne, et avec un objet contondant toujours avant la mort. Elle n'a toutefois subi aucune agression sexuelle. Et l'autopsie conclut qu'elle est décédée par strangulation, son os hyoïde ayant été fracturé. La victime étudiait la nutrition et les sciences de l'alimentation à la Texas Women's University de Denton. Et à l'annonce de la tragique nouvelle de sa mort, tous ses proches sont effondrés. Mais surtout, dans l'incompréhension la plus totale. Jackie n'était pas du genre à s'attirer des problèmes. Bien au contraire. Elle était sérieuse et n'avait aucun ennemi connu. Elle était très sociable, intelligente, avait des projets plein la tête et faisait de son mieux pour qu'ils se réalisent. En somme, elle menait une vie simple, comme beaucoup d'étudiants de son âge. Tous ceux qui connaissaient Jackie se demandent donc légitimement pour quelle raison quelqu'un aurait pu vouloir s'en prendre à elle.
D'autant plus avec une telle barbarie. Pour les enquêteurs, la grande brutalité du meurtre dont la jeune femme a été victime indique que son auteur lui en voulait personnellement. Et la piste d'un crime d'opportunité n'est pas celle qu'il privilégie. D'autant plus qu'elle n'a pas subi de violence sexuelle. Et puis, on ne torture pas une personne que l'on ne connaît pas ainsi. En tout cas, pas si l'on ne souhaite pas en obtenir quelque chose en retour. Ou alors, si on a vraiment envie de lui faire du mal, pour une raison ou une autre. Dans tous les cas, il est urgent de mettre le coupable derrière les barreaux. En effet, la simple pensée qu'une personne capable de commettre un tel acte soit actuellement en liberté quelque part est tout sauf rassurante. Pour cette raison, le FBI commence d'ailleurs à collaborer avec la police de Grapevine dès le début des investigations. La ville ne peut pas se permettre de laisser un tel psychopathe au milieu des familles innocentes. Afin de retrouver la trace du meurtrier de Jackie, la première étape est de savoir ce qu'elle a fait la veille de la découverte de son corps. En questionnant ses proches, les enquêteurs ne tardent pas à apprendre qu'elle cherchait un emploi de serveuse. Un détail qui peut paraître sans importance, mais qui va les mettre sur la voie. Elle souhaitait arrondir ses fins de mois, en travaillant à temps partiel en parallèle de ses études, et avait prévu de passer au Fry Street Public House, un bar de Denton, dans la soirée, pour demander s'il y avait un poste vacant. Par chance, l'établissement est pourvu de caméras de vidéosurveillance. Les autorités sont donc en mesure de visionner les images capturées le 13 septembre et constatent que Jackie a effectivement passé les portes aux alentours de 20h. En entrant, elle s'est dirigée directement vers le bar pour parler à la barmaid. Et rapidement, une troisième personne s'est jointe à leur conversation. Un homme chauve, à l'apparence agréable, qui s'est montré plutôt avenant. On peut même dire que le mystérieux inconnu plaisait à Jackie. Parce que, à 20h44, elle a tweeté « Je suis ravi d'être parti de Tinder et d'être entré dans un bar ». L'ambiance était donc à la séduction ce soir-là, mais pas seulement. En témoigne le fait qu'un quart d'heure après avoir posté ce message sur Twitter, vers 21h, la jeune femme a quitté le Fry Street Public House en bonne compagnie. Jackie était accompagnée de l'homme qu'elle venait de rencontrer, ainsi que la barmaid. C'est d'ailleurs cette dernière qui révèle aux enquêteurs qu'ils se sont ensuite rendus tous les trois dans un second bar, le Shots & Crafts, situé à 60 mètres du premier, dans la même rue. Un établissement, lui aussi équipé de caméras de vidéosurveillance. Sur ces nouvelles images, on voit Jackie faire connaissance avec un groupe de femmes qu'on venait de lui présenter. Elle profitait simplement de sa soirée en buvant quelques verres jusqu'aux environs de 21h45. Heure à laquelle tout le monde a commencé à partir de son côté. Il se trouve que le soir du 13 septembre, les conditions météorologiques n'étaient pas au beau fixe à Denton. En d'autres termes, il pleuvait. Est-ce la raison pour laquelle l'étudiante, qui n'avait pas de moyens de locomotion, s'en est allée avec l'homme qu'elle avait rencontré au Fry Street Public House? C'est possible. Il a peut-être proposé à Jackie de la déposer chez elle en voiture. Ou quelque chose de plus intime d'ailleurs. Vu que sur les images capturées dans les deux bars, on peut voir qu'ils se plaisaient mutuellement et qu'ils ont, d'entrée, eu une certaine complicité. La dernière vidéo sur laquelle on aperçoit la jeune femme semble corroborer la seconde option, parce qu'elle a été filmée en train d'attendre sur le siège passager du véhicule du mystérieux inconnu, parti acheter des bricoles dans la boutique d'une station-service. Toutefois, les enquêteurs perdent la trace de Jackie après cela. Ils ignorent totalement ce qu'elle a fait ensuite. Et le seul qui puisse répondre à cette question à présent est, de toute évidence, celui qui l'accompagnait. Un homme dont l'identité peut être levée grâce à l'une des femmes qui se trouvait au Shots & Crafts et à qui il a donné sa carte de visite. L'individu est un dénommé Charles Bryant Jr., âgé de 29 ans et qui travaille à la fois en tant que barman et professeur de fitness. Il est décrit comme charmant, a une apparence physique pour le moins avantageuse, mais également un passé amoureux qui ne donne pas très envie de le fréquenter, surtout quand on en sait plus. Jacqueline Vandagriff a été sauvagement tuée à seulement 24 ans. On a ensuite démembré et brûlé son corps.
Chargés de tout mettre en œuvre pour retrouver l'auteur de ce meurtre sordide au plus vite, les enquêteurs découvrent que juste avant qu'il ne se produise, la victime avait rencontré un certain Charles Bryant dans un bar. Après avoir appris son nom, les policiers entament les vérifications d'usage et jettent un œil à son casier judiciaire pour voir s'il a déjà eu des démêlés avec la justice. Il s'avère que oui, Charles fait l'objet d'une ordonnance restrictive. Il n'a plus le droit d'approcher Caitlin Matisse, son ex-petite amie. Cette jeune femme de 18 ans vient de finir ses années lycée et de trouver un boulot d'été au restaurant Buffalo Wild Wings de Grapevine quand elle le rencontre le 6 juin 2016. Charles a 11 ans de plus qu'elle, mais elle s'en fiche pas mal, il lui plaît. Donc elle décide de donner une chance à leur histoire. Le problème, c'est que si au départ tout va bien, les choses évoluent rapidement par la suite, dans le mauvais sens du terme. Il se trouve que le nouveau compagnon de Caitlin a besoin de beaucoup d'attention de sa part, pour ne pas dire qu'il lui faut constamment en être le centre. Et pour ce faire, il n'hésite pas à tenter de contrôler ses moindres faits et gestes. Elle doit lui dire où elle est et ce qu'elle fait, sous peine que Charles ne lui fasse une crise, à laquelle elle a forcément droit si la réponse donnée ne lui convient pas. Une chose qu'elle cherche à éviter. Parce que, quand ils se disputent, l'homme n'est pas tendre avec elle. Il n'hésite pas à dire à Caitlin qu'elle ne trouvera jamais mieux que lui, et d'autres phrases blessantes du genre, qu'il s'excuse ensuite d'avoir prononcées, avec quelques mots romantiques et un joli bouquet de fleurs. Charles est manipulateur, et même légèrement narcissique, pour ne pas dire qu'il a un comportement toxique. Tout l'inverse de ce qu'il avait montré de lui à sa petite amie quand il tentait de la séduire. Mais Caitlin a beau être plus jeune que lui, elle n'est pas aveugle pour autant. Au fil des semaines, elle remarque petit à petit tous ces signaux d'alarme et finit par prendre ses distances. À la mi-août, soit moins de 2 mois et demi après le début de leur relation, Charles se fait éconduire. Mais il n'encaisse pas très bien la rupture et se met en tête de convaincre son ex de se remettre avec lui. Un jour après l'avoir quitté, Caitlin, qui avait pourtant été très claire, le voit débarquer devant chez sa mère, plein de belles promesses. Des paroles qui, visiblement, sont assez convaincantes, puisqu'elle décide de lui redonner une chance. Seulement, sans surprise, peu de temps après leur réconciliation, le comportement de Charles redevient exactement le même qu'avant leur séparation. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Caitlin réalise qu'il ne changera pas. Une semaine après, elle déménage sur le campus de l'université de North Texas de Denton pour entamer ses études supérieures et en profite pour mettre un terme définitif à leur relation. Elle précise à Charles qu'elle ne veut plus entendre parler de lui et qu'il n'y aura pas de troisième chance. Mais qu'à cela ne tienne, le 24 août, soit le lendemain, il est contrôlé alors qu'il se trouve en état d'ébriété au volant. Mais pas n'importe où, sur le campus de l'université de North Texas. Et sachant que les villes de Grapevine et Denton sont distantes d'environ 50 km, cela n'a évidemment rien d'un hasard. Charles a un taux d'alcoolémie inférieur à la limite autorisée. Alors, le capitaine Polk, qui l'a arrêté, le laisse repartir avec une simple amende. Une chose qui aurait dû le faire réfléchir, voire le pousser à rentrer chez lui. Cependant, ce n'est pas ce qu'il se produit. Au contraire, quelques heures plus tard, il s'introduit dans le dortoir où se trouve la chambre de Caitlin et tape à sa porte. Cette dernière n'avait pas dit à Charles dans quelle partie du bâtiment elle allait vivre. Peut-être pour éviter ce genre de situation, justement. Donc en apprenant qu'il est venu jusque-là sans y être invité, elle n'est pas franchement ravie. Caitlin réussit à le faire partir, mais commence à avoir peur. Elle décide de contacter la police du campus. Un rapport est transmis à Jeremy Polk, qui a justement contrôlé l'intrus quelques heures auparavant. Le jour suivant, le capitaine s'entretient avec la jeune femme. Elle lui explique l'histoire qui la lie à Charles, puis lui parle de son inquiétude grandissante face à l'insistance de l'homme, qui se transforme peu à peu en harcèlement. Une première mesure restrictive est prise à son encontre. Désormais, il n'a plus le droit de pénétrer sur le campus de l'université. Cela dit, il n'a pas encore l'interdiction d'approcher Caitlin. Une nuance qui a son importance.
Parce qu'à peine une semaine après son incursion indésirable, Charles parvient à obtenir l'adresse du nouveau restaurant dans lequel elle travaille. Il s'agit simplement de l'établissement de la chaîne Buffalo Wild Wings situé à Denton. Un détail qui lui a peut-être facilité la tâche, vu qu'elle avait précédemment occupé un poste dans celui de Grapevine. Quoi qu'il en soit, c'est le 31 août que Caitlin doit commencer. Une première journée de travail qui tourne au vinaigre quand elle aperçoit le visage de Charles. Heureusement, bien que visiblement agacé, il quitte les lieux sans faire d'histoire quand elle le lui demande. Mais le mal est déjà fait. L'angoisse de Caitlin est croissante. Où qu'elle aille et quoi qu'elle fasse, son ex se débrouille pour la retrouver. Et son manager lui confirme qu'il ne peut pas, malheureusement, lui interdire d'entrer dans le restaurant. Pire encore, ses collègues lui disent qu'ils ont déjà vu Charles la veille, parce qu'avant même qu'elle ait officiellement pris ses fonctions, il était déjà passé pour demander si elle travaillait là. L'homme semble faire totalement fi du fait qu'il terrorise celle qu'il dit aimer, et sort même le grand jeu le jour où ils auraient dû fêter leurs 3 mois de relation, en revenant taper à la porte de sa chambre, malgré l'interdiction dont il fait l'objet. Charles n'ayant plus le droit de se trouver sur le campus de l'université, Caitlin se pensait en sécurité dans son dortoir. Mais en entendant sa voix, elle réalise qu'elle s'est allègrement trompée. Elle se cache dans l'un des placards de sa chambre et appelle la police. Une conversation qui est d'ailleurs compliquée. Parce que, de peur d'être entendue, elle ne parle pas assez fort pour que son interlocuteur la comprenne correctement. Cela dit, par chance, Charles décide de partir de lui-même. En réalisant que personne ne viendra lui ouvrir, il s'en va. Après avoir déposé un bouquet de fleurs et une lettre longue de 2 pages derrière la porte. Quand les autorités arrivent, il n'est donc déjà plus dans le bâtiment. Mais il n'a pas quitté le campus pour autant. Il se fait arrêter 10 minutes après à l'extérieur, et il semblerait qu'il se soit même changé entre-temps. En effet, quand la caméra du dortoir l'a filmé en train de sortir, Charles était habillé normalement. Pourtant, c'est en tenue de survêtement qu'il est appréhendé. Une preuve supplémentaire qu'il savait très bien que ce qu'il faisait lui était interdit, et qu'il risquait de se faire prendre. L'homme semble être pour le moins calculateur. Il est clair que son obsession pour Caitlin a depuis un bon moment supplanté sa raison. Et cette dernière, victime d'un harcèlement à présent régulier, est dans l'impossibilité de compter sur son arrestation pour retrouver la tranquillité. Charles paie sa caution immédiatement. Résultat, quelques heures seulement après avoir été placé en détention, il est à nouveau en liberté. L'une des premières choses qu'il fait après ça, contacter Caitlin, en lui envoyant un email depuis une adresse qu'il doit créer spécialement à cet effet, parce qu'il n'a plus aucun autre moyen de la joindre. Une partie des mots que Charles lui a adressés sont d'ailleurs assez préoccupants, parce qu'ils prouvent que, malgré tout ce qu'il s'est passé récemment, il trouve encore le moyen de se poser en victime. Me voici, le cœur brisé et avec un casier judiciaire pour avoir apporté des fleurs à la fille que j'aime. Quand le capitaine Polk, qui suit cette affaire de près, apprend tout ça, il réalise que le problème est sérieux. Il croit que la situation peut très vite dégénérer. Alors il convainc Caitlin de demander une ordonnance de protection d'urgence. En la contactant seulement quelques heures après être sorti de détention, Charles a, sans le savoir, donné aux policiers la possibilité de l'arrêter à nouveau, sans plus attendre, pour le motif de harcèlement. C'est donc, dès le lendemain, qu'il retourne derrière les barreaux. Durant ce second séjour en prison, Jeremy Polk lui fait bien comprendre que, s'il tente à nouveau de contacter Caitlin, le moindre mot qu'il lui aura envoyé sera utilisé contre lui pour qu'il perde encore sa liberté. Cette fois, de façon plus durable. On ne peut pas dire que Charles n'a pas été sérieusement averti quand il débourse la somme de 5 000 $ pour pouvoir sortir de détention 2 jours plus tard. Mais à présent, il est en colère. Il raconte, à qui veut bien l'entendre, que Caitlin est folle et parvient à faire croire à son colocataire comme à ses amis qu'il n'a en rien mérité le soi-disant acharnement policier dont il est victime à cause d'elle. Les proches de Charles, qui n'ont qu'un seul son de cloche, n'hésitent donc pas à contacter eux-mêmes la jeune femme pour lui demander de le laisser tranquille.
ce qui est un comble quand on connaît toute l'histoire. Et là, vous cherchez peut-être le rapport avec Jackie, en vous disant qu'à première vue, il n'y en a aucun. Mais si c'est le cas, vous vous trompez, en effet. Il s'avère que la rencontre qui a lieu entre Charles et elle a un lien direct avec l'obsession malsaine qu'il entretient à l'égard de Caitlin. En enquêtant sur le meurtre de Jackie, les autorités découvrent que Charles, celui qu'elle avait rencontré juste avant sa mort, a auparavant eu une courte relation pour le moins toxique. Après leur rupture, Caitlin, son ex, est devenue la cible d'un harcèlement soutenu de sa part. Des actes qui ont valu à l'homme pas moins de 3 interpellations en à peine 2 semaines. Et s'il se trouve qu'il s'est rendu au Fry Street Public House le 13 septembre vers 19h, le jour où il a rencontré Jackie, cela n'avait justement rien d'un hasard. Le bar est à seulement 800 mètres du dortoir de l'université de North Texas, où réside Caitlin. Et si Charles connaissait cet établissement, c'est parce qu'elle lui en avait parlé avant leur rupture. La jeune femme lui avait dit qu'elle prévoyait de se rendre là-bas dans le but de faire de nouvelles rencontres après son emménagement à Denton. Une précision qui n'est visiblement pas tombée dans l'oreille d'un sourd, vu que Charles s'y est justement rendu quelques semaines après, en espérant sûrement pouvoir y croiser Caitlin. Mais cette dernière n'y est pas allée le 13 septembre. En revanche, Jackie, elle, a bien passé la porte du Fry Street Public House ce soir-là. Une seconde étudiante, elle aussi très jolie, qui affichait même une certaine ressemblance avec la première. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs se disent qu'il y a peut-être anguille sous roche en apprenant l'existence de l'ordonnance restrictive demandée à l'encontre de Charles. Pour ne pas dire qu'ils ne le considèrent plus comme une simple personne d'intérêt dans cette affaire. S'agissant de Caitlin, l'homme est partagé entre obsession amoureuse et rancune. Et il n'est pas impossible qu'il ait reporté sa rage ou sa frustration contre Jackie, juste parce qu'elle lui ressemblait physiquement. Afin d'obtenir plus de précisions sur les récents démêlés de Charles avec la justice, les membres des forces de l'ordre chargés de l'enquête décident de contacter le capitaine Polk. Celui-ci est assez choqué d'apprendre de leur part qu'il est désormais suspecté d'avoir commis un meurtre. Cependant, les détails qu'ils portent à leur connaissance ne font que renforcer leur intuition initiale. Le problème, c'est qu'une intuition, c'est tout ce que les enquêteurs ont pour le moment. Aucune inculpation n'étant possible sur cette base. Non, il leur faut des preuves. Et pendant qu'ils réfléchissent à la façon dont ils vont pouvoir les obtenir, Charles, de son côté, recommence inlassablement à harceler Caitlin, prévenue qu'elle doit redoubler de prudence, parce qu'il est peut-être beaucoup plus dangereux qu'on ne le pensait initialement. Quelques jours après le meurtre de Jackie, il lui envoie plusieurs emails, incluant quelques photos qu'il a récemment prises. Et l'une d'elles attire particulièrement l'attention des forces de l'ordre, ce pour une bonne raison. Elle représente un arbre situé aux abords du lac de Grapevine, celui sous lequel Charles a embrassé Caitlin pour la première fois. Encore une troublante coïncidence, sachant que c'est justement dans cette zone que le corps de Jackie a été découvert. Après avoir appris tout cela, Caitlin est d'autant plus horrifiée de recevoir des messages de la part de Charles. Parce que, même si la police ne lui a donné aucun détail, elle n'a pas mis très longtemps à comprendre qu'il est peut-être impliqué dans l'affaire de meurtre qui fait la une de toutes les rubriques de faits divers. Mais si désagréable soit cette situation pour elle, Jeremy Polk, lui, y voit une occasion en or d'aider ses collègues, en leur donnant une excuse pour pouvoir empêcher leurs suspects de courir les rues pendant que les investigations suivent leur cours. En effet, il avait bien signifié à Charles que s'il tentait encore d'entrer en contact avec Caitlin, cela provoquerait indubitablement son arrestation. Et il a délibérément décidé d'ignorer cet avertissement. Le 18 septembre 2016, c'est donc pour avoir enfreint les conditions de l'ordonnance restrictive dont il fait l'objet qu'il est appréhendé par la police de Grapevine. Mais une fois placé en détention, il reçoit la visite des enquêteurs chargés de résoudre l'affaire du meurtre de Jackie. Seulement, quand la photo de la jeune femme est montrée à Charles, il n'est pas très loquace, affirmant simplement que oui, il l'a bien rencontrée dans ce bar le 13 septembre au soir, mais que c'est tout ce qu'il a à dire à son sujet.
Cela dit, pendant ce temps-là, le FBI obtient un mandat pour pouvoir fouiller sa maison, en espérant y trouver assez de preuves pour ne pas avoir besoin d'aveux que les autorités doutent de pouvoir obtenir à ce stade. Sur place, ils découvrent un grand couteau de chasse et, dans la poubelle, un très grand collier de serrage auquel sont attachés quelques cheveux blonds ainsi qu'un sac. Un sac qui, de toute évidence, appartenait à quelqu'un qui fréquente, ou a fréquenté, la Texas Women's University, le nom de l'établissement étant brodé dessus. Si vous vous rappelez bien, c'est justement là-bas que Jackie faisait ses études. Elle avait d'ailleurs un sac similaire sur les images capturées dans les bars juste avant son meurtre. Et ce n'est pas la seule coïncidence troublante qui existe dans cette affaire. Il se trouve que dans le jardin de la maison de Charles, il y a une piscine d'enfants de couleur bleue. Et juste à côté de cette dernière, une seconde zone aride de la même taille sur l'herbe, indiquant qu'il y en avait probablement une autre, identique, posée à cet endroit. Or, la seule piscine toujours présente sur les deux ressemble à s'y méprendre à celle dans laquelle le corps de Jackie était enveloppé, dans ce même jardin. Des traces indiquant qu'on a tenté de creuser un trou sont également visibles. Ce qui est étrange quand on sait que la caméra de surveillance d'un magasin Walmart a filmé Charles le 14 septembre 2016, plus précisément à 4h43 du matin. Il faisait là-bas un achat assez évocateur, vu qu'il avait visiblement besoin de se procurer une pelle, en plein milieu de la nuit. Curieux, surtout pour quelqu'un qui sous-entend qu'il a juste vu Jackie dans un bar ce soir-là, racontant par là un évident mensonge. Une vidéo prouve que la jeune femme est bien repartie avec lui. Avant de monter dans sa voiture, son téléphone a même borné dans la région de Haslett, vers 1h30 du matin, une ville qui est justement celle où est située la maison de Charles. Placé face à toutes ces nouvelles découvertes au cours de son interrogatoire, le suspect reste muet au départ, incapable de fournir la moindre explication. Puis, il finit par affirmer que c'est peut-être bien lui qui a tué Jackie, étant donné que tous les indices semblent pointer dans sa direction. Mais si c'est le cas, il ne s'en souvient pas. Des aveux qui n'en sont pas réellement, et des preuves qui sont toutes circonstancielles à ce stade. Il est impossible pour les enquêteurs d'inculper Charles de meurtre. Les investigations commencent à piétiner légèrement. Alors, l'intervention de James Holland est demandée. Ce Texas Ranger est pour ainsi dire une pointure en matière d'interrogatoire de meurtrier, et même de tueur en série, vu qu'il a par exemple réussi à pousser Samuel Little, considéré comme le plus prolifique des États-Unis, à avouer la plupart de ses crimes. Dès le départ, James sent que Charles n'est pas honnête. Pour lui, cette histoire de trou de mémoire ne tient pas. Mais pour l'inciter à se dévoiler, il doit d'abord gagner sa confiance ou, au moins, sa sympathie. Le Ranger commence par le flatter, en soulignant le fait qu'il est musclé, plutôt bel homme, et qu'en conséquence, il ne doit pas avoir beaucoup de problèmes à trouver une partenaire quand il en veut une. Puis il poursuit, en évoquant avec Charles des scénarios qui le placent dans une position qu'il semble apprécier, celle de la victime, de quelqu'un qui a tué parce que le comportement de la personne en face l'y a indéniablement poussé. James lui dit que la situation a sûrement dégénéré à cause de signaux erronés envoyés par Jackie, ou encore d'un conflit qu'elle aurait débuté sans aucune raison valable, même s'il n'en pense évidemment pas un mot. Fin stratège, il dit à Charles ce qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là pour le rallier à sa cause. Et ça marche, en attestent les résultats de l'exercice de mémoire qu'il lui demande de faire juste après. Ensemble, ils retracent petit à petit le déroulé de la soirée du 13 septembre, à partir des environs de 20h, heure à laquelle Jackie a poussé la porte du Fry Street Public House. Charles affirme qu'il se rappelle à présent très bien l'avoir rencontrée là-bas, puis lui avoir proposé de la reconduire chez elle en voiture, ce qui représente déjà un grand pas en avant. Mais concernant un éventuel mobile, le suspect reste muet. Les enquêteurs sont persuadés que c'est la ressemblance de Jackie avec Caitlin qui l'a poussé à s'en prendre à elle. Mais il refuse d'admettre qu'il a approché la jeune femme en pensant à son ex. Pourtant, juste après les faits, cette dernière a reçu une demande d'amis assez particulière sur Facebook. Et c'est le moins que l'on puisse dire, vu que c'est Jackie qui l'a ajoutée.
à une heure où elle n'était déjà supposément plus en vie. Difficile, encore une fois, de croire que tout ça n'avait strictement aucun lien avec Caitlyn. Mais en ce qui concerne les propos peu crédibles, voire même absurdes, Charles n'a visiblement pas l'intention d'en rester là. Les investigations visant à découvrir de quelle façon Jackie a perdu la vie se poursuivent. Mais Charles, le principal et seul suspect dans le cadre de l'enquête, pour l'instant en détention, ne semble pas décidé à passer à table. Les enquêteurs, n'ayant que des preuves circonstancielles, sont dans l'incapacité de l'inculper, à moins d'arriver à le faire parler. C'est donc à ça qu'ils s'emploient avec l'aide d'un expert en la matière. Mais la tâche s'avère ardue, à cause de la mauvaise foi de l'intéressé. Après avoir maintenu coûte que coûte qu'il ne se rappelait pas avoir eu des relations sexuelles avec Jackie, Charles finit par admettre qu'il se souvient maintenant avoir couché avec elle, et précise qu'elle avait des envies bien spécifiques. Si l'on en croit les dires du suspect, elle aurait souhaité qu'il l'étrangle. Et ça tombait bien, parce qu'il avait justement un collier de serrage de très grande taille dans sa voiture. Un collier qui se serait resserré tout seul autour du cou de la jeune femme pendant l'acte, sans qu'il ne s'en rende compte. À cause de ça, Jackie aurait perdu connaissance, puis serait morte. Alors Charles, paniqué et en état d'ébriété, aurait ensuite disposé du corps dans la précipitation, avec les moyens du bord, en y mettant le feu pour détruire un maximum de preuves. Après 6 longues heures d'interrogatoire, James a finalement les aveux qu'il était chargé d'obtenir. Même si c'est une victoire en demi-teinte. Parce que pour lui, il est évident que les choses ne se sont pas déroulées telles que le meurtrier les a décrites. Le ranger demeure convaincu que le décès de Jackie n'a rien d'accidentel, et pense qu'elle n'a probablement pas eu d'aventure avec Charles non plus. Les résultats de son autopsie ont révélé qu'elle n'avait pas subi d'agression sexuelle ce soir-là. Et aucune trace de sperme n'ayant été retrouvée dans son corps, l'hypothèse d'une relation sexuelle consentie semble elle aussi assez improbable. Il n'est d'ailleurs pas fou de penser que Charles a peut-être tué Jackie sur un coup de sang parce qu'elle s'est refusée à lui. Ce nouveau rejet ayant pu faire écho à celui qu'il avait récemment vécu de la part de Caitlyn. L'ADN de la victime était sur une matraque électrique retrouvée dans la voiture du meurtrier. Et il y avait également des traces de sang de cette dernière sur son couteau de chasse. Des découvertes qui corroborent les conclusions faites durant l'autopsie, indiquant par là que la mort de Jackie a été provoquée de façon tout à fait volontaire. Par ailleurs, des analyses révèlent que les cheveux blonds attachés au fameux collier de serrage étaient bel et bien les siens. Il y avait aussi, dans le véhicule de Charles, une batterie de téléphone qui appartenait probablement à Jackie. Quoi qu'il se soit réellement passé, le suspect a bel et bien avoué avoir pris la vie de la jeune femme, ce qui permet aux autorités de pouvoir l'inculper pour son meurtre, et ce, même s'il plaide non coupable en se tenant scrupuleusement à sa version des faits, c'est-à-dire celle d'une mort accidentelle de sa victime. Pourtant, Charles ne devait pas être très paniqué quand il a utilisé le compte Facebook de Jackie après sa mort, dans le seul but d'envoyer une demande d'amis à Caitlyn. Il n'a d'ailleurs pas hésité non plus à publier un message sur le compte Twitter de Jackie le 15 septembre dans la soirée, sûrement pour faire croire qu'elle était toujours en vie. Les enquêteurs restent persuadés qu'après s'en être pris à Jackie, Charles aurait forcément fini par tenter de tuer Caitlyn également. D'ailleurs, cette dernière aurait bien voulu témoigner contre lui à son procès, pour parler notamment de l'enfer qu'il lui avait fait subir dans les semaines précédant les faits. Mais ce droit ne lui a finalement pas été accordé, parce que son histoire avec Charles n'a aucun lien direct avec son procès pour meurtre. Près de 2 ans après le meurtre de Jackie, en avril 2018, Charles est reconnu coupable de l'avoir tué, démembré et brûlé son cadavre, ainsi que d'avoir falsifié des preuves. Pour ces crimes, il se voit condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Suite au procès, la famille de la jeune femme a décidé de financer la création d'un stage en santé et bien-être à la Texas Women's University en sa mémoire. Caitlyn, quant à elle, est devenue une fervente défenseuse des droits des victimes de harcèlement. À maintenant 26 ans, elle partage toujours son histoire,
pour aider les personnes traversant des épreuves similaires à sa propre expérience, et vit à Albuquerque au Nouveau-Mexique, où elle occupe un poste d'assistante administrative. Et vous, pensez-vous, tout comme les autorités, que Charles s'en serait pris à Caitlyn par la suite ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Vous pouvez d'ailleurs écrire toxique également en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.